Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier grand rendez-vous de l'immobilier de l'année. Voilà, les fêtes approchent. Prenez bien soin de vous puisque le climat sanitaire est quand même, vous le savez, un petit peu tendu. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous en remercie puisque c'est grâce à vous que nous sommes ici. Et ce magazine est préparé chaque mois par les équipes de Radio Imo et de Capital pour vous informer au mieux de l'actualité immobilière et bien sûr également de vous guider dans vos démarches. Avec moi pour présenter cette émission, comme d'habitude, Guillaume Chazoulière, rédacteur en chef à Capital. Salut Guillaume. Bonjour mon cher Sylvain. Alors ce mois-ci, mon cher Guillaume, on va aborder un thème qui est vraiment dans l'air du temps et qui est plus que jamais prégnant. Oui, quelques chiffres. On compte chaque année 10 000 décès de personnes âgées suite à des accidents domestiques. Et on sait que la population des plus de 75 ans est amenée à croître rapidement dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'on va consacrer ces derniers numéros de l'année aux solutions qui existent, parce qu'il en existe déjà beaucoup, pour venir en aide aux particuliers à financer les aménagements nécessaires pour bien vieillir chez soi. Alors avec nous, Éric Mallevergne, responsable de pôle à la Fédération Solia. C'est un opérateur agréé par l'Agence nationale de l'habitat pour venir en aide aux particuliers justement qui souhaitent adapter leur logement, sera notre invité. Bonjour. Bonjour Éric Mallevergne, merci d'être avec nous pour ce grand numéro du grand rendez-vous de l'immobilier de fin d'année. Et comme chaque mois, les amis, vous retrouverez aussi vos chroniqueurs, les chroniqueurs préférés, vos séquences. Ça vous concerne, avocats, notaires ou agents immobiliers, répondront donc à toutes vos questions, car vous êtes bien dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Ça commence maintenant. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Alors, bien vieillir dans son logement, c'est un vrai sujet. Hein. Pour le coup, on est très nombreux à être concernés. C'est le thème de ce grand rendez-vous de l'immobilier du mois de décembre. Et avec nous, pour en parler, Éric Mallevergne. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle à la Fédération Solia, opérateur chargé par l'Agence nationale de l'habitat de guider les particuliers sur les questions liées à l'adaptation du logement. On le sait, la population des 75-84 ans est amenée à exploser d'ici 2030, comme l'a rappelé Guillaume. De plus, tous les sondages le disent, les Français aspirent à vivre le plus longtemps possible et on peut les comprendre chez eux. Le sujet de l'adaptabilité du logement va devenir, comme vous le savez, un enjeu majeur. Et ce que je vous propose, Éric, c'est qu'on vous pose la première question. Il est de tradition que ce soit Guillaume. Rebonjour. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, mais l'Agence nationale de l'habitat permet justement, est un point d'entrée qui permet d'aiguiller les particuliers qui ont besoin de financement pour justement adapter leur logement au vieillissement. Est-ce que vous pouvez nous dresser les grandes lignes des services proposés par l'ANA et donc par l'intermédiaire de l'ANA, les opérateurs comme Solia qui sont agréés? Tout à fait. Écoutez, alors voilà, l'ANA a un programme qui s'appelle Habiter Facile. Et dans ce programme Habiter Facile, c'est là où les particuliers peuvent demander à avoir une aide pour financer leurs travaux d'adaptation à partir du moment où ils ont 60 ans et plus. Et dans ce cas-là, ils ont le droit, et en fonction évidemment de critères de revenus qui vont déterminer s'ils sont de conditions modestes ou très modestes. Et s'ils sont de conditions modestes ou très modestes, ça va déterminer le niveau d'aide auquel ils vont avoir droit. Donc à ce titre-là, en gros, c'est de 35 à 50% du montant hors taxe des travaux qui peuvent être pris en compte, avec un maximum de 7 000 € pour les modestes. Donc l'ANA peut financer jusqu'à 7 000 € pour les modestes. Et il ne faut pas que ça dépasse 7 000 €. Enfin, il faut que ça soit à 6 699 €. Vous savez, c'est toujours les 699 qui sont importants. Et pour les très modestes, ça va jusqu'à 9 999 €. 99 centimes, donc jusqu'à 10 000 €. Quoi. Voilà. C'est le plafond d'aide qu'on peut C'est le plafond de l'aide qui est le maximum qu'on peut avoir, sachant que pour les très modestes, vous ne pouvez pas faire une demande qui soit quand même en deçà de 1 500 € hors taxe. C'est-à-dire que si vous faites une demande de 300 €, l'ANA vous dira non, c'est pas nous qu'il faut venir chercher. Et enfin, il faut que ce soit corrélé, votre situation en tant que senior. Vous avez eu un girage. Alors le girage, qu'est-ce que c'est? C'est que vous ayez eu le conseil départemental de votre département, donc l'équipe APA, de l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui soit venue chez vous, qui ait déterminé votre niveau d'autonomie.
Et vous avez, c'est inscrit dans la loi, vous avez 6 niveaux d'autonomie qui sont qualifiés de 1 à 6. Le 1, c'est les plus dépendants. C'est souvent ceux que vous allez retrouver en maison de retraite. Et le 6, c'est ceux qui sont encore les plus autonomes, mais qui commencent à avoir quand même quelques pertes de capacité fonctionnelle. Et donc, à partir de là, du coup, ou physique, quoi. Donc, à partir de là, vous êtes éligible, une fois que je vous ai dit un peu tout ça, aux aides de l'ANA. Alors après, voilà, c'était le premier cadrage que je peux donner. Et donc, nous, étant opérateurs agréés pour intervenir, on va bien sûr mobiliser cette aide financière, mais notre spécificité, si vous voulez, par rapport à beaucoup d'autres acteurs qui disent qu'ils font bien les choses à distance, nous, on se refuse de faire ça à distance. On vient chez vous, on vient chez la personne, on rencontre la personne et on fait un diagnostic du logement. C'est-à-dire qu'on fait le tour du propriétaire ou le tour du locataire dans son logement. Et à partir de là, on établit un diagnostic qui va permettre, si vous voulez, d'indiquer les travaux qui doivent être réalisés pour vous permettre d'adapter votre logement et d'éviter ces fameuses chutes à domicile. Et on s'aperçoit que lorsqu'on est à discuter avec ces personnes âgées-là, surtout quand elles sont avancées en âge, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elles ont chuté. Mais comme elles ont réussi à se relever, elles préfèrent ne rien dire pour ne pas alerter leur entourage, alors qu'il vaudrait mieux qu'elles le signalent tout de suite pour qu'on puisse anticiper le vieillissement et éviter ces problèmes de chute et donc d'hospitalisation éventuelle. Et on sait bien que les hospitalisations, quand c'est le col du fémur, enfin à 70 ans, 75 ans, 80 ans, 85 ans, c'est très compliqué. Et ça peut provoquer ça peut précipiter l'entrée justement de la personne en maison de retraite, ce qu'elle veut surtout éviter. Donc vous voyez, notre rôle, il est à la fois curatif, en mettant en place les éléments nécessaires pour que le logement soit adapté, et préventif, pour éviter ces fameux... Alors justement, quels sont, on va essayer d'être le plus pratico-pratique. Quels sont précisément les types de travaux qui sont éligibles aux aides, les types de travaux? Alors ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est de façon assez récurrente, quelles sont, si on devait par exemple chiffrer les demandes les plus courantes de la part des particuliers, ça serait lesquelles? Alors, alors, vous savez, là on a parlé de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, mais on est tous en tant qu'actifs rattachés à une caisse de retraite. Ça, il faut quand même aussi l'intégrer. Et nous, lorsqu'on intervient et qu'on va regarder les travaux à réaliser, on va vous accompagner à élaborer un plan de financement pour financer ces travaux, parce que, étant de conditions très modestes, vous n'êtes pas en mesure de payer la totalité de ces travaux, sinon vous vous débrouillez autrement, via le crédit d'impôt, par exemple, mais on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, si vous voulez, par rapport à ça, on va accompagner la personne de telle manière à ce qu'elle puisse optimiser son plan de financement avec une aide de la caisse de retraite, dont elle dépend. Et donc, vous avez plusieurs régimes principaux. Je me permets de faire un peu ce entrée-là, et après, je vous dirai quels sont les types de travaux. Parce que c'est très important de se dire que... De boire tous les leviers financiers qu'on peut activer. Alors, quand vous dites qu'on comprenne bien caisse de retraite, régime général, plus les caisses de Arco et Agirc? Alors, justement, je vais pour le coup, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais vous faites bien de me poser la question. Oui, parce qu'il y a plusieurs modes de retraite. C'est lesquels qui vous soutiennent? En fait, nous intervenons pour toutes les caisses de retraite primaire, entre guillemets. Donc il y a la CNAV qui regroupe, et les CARSAT au niveau régional, qui sont le service un peu, le bras séculier de la CNAV. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle le régime général. Le régime général. La Sécu. La Sécu. Voilà. La Sécu, volet personnes âgées. Voilà. Et sur ce volet-là, vous avez effectivement après des équipes qui sont consignées au niveau des régions, qui sont les CARSAT, et qui vont traiter votre demande sur le plan administratif et financier, en lien avec nos équipes, qui, une fois qu'elles ont fait le diagnostic, la visite du logement dont je vous ai parlé tout à l'heure, vont du coup aussi regarder quels sont les financements mobilisables, dont l'ANA, on en a parlé, là où je vous ai bien dit, et en même temps les caisses de retraite dont elles dépendent. Alors, quels sont ces différents types de régimes? Alors, on a parlé de la CNAV et de la CARSAT, mais il y en a bien d'autres. Et l'intérêt de passer par nous, c'est que nous, on est mandatés par tous les régimes principaux des caisses de retraite. Vous êtes prêts? Allez, on y va. SNCF, RATP, CNRACL pour les agents des collectivités territoriales à la retraite, CEITA,
pour ceux qui travaillent dans l'industrie. Voilà. Ça existe encore, ça. Écoutez, oui. On m'a encore demandé ça il y a de ça une semaine. Eric, est-ce qu'il y a encore des aides financières mobilisables via la CETA? J'ai dit, écoute, je vais regarder ça. On va fumer un peu ensemble. Oui, ça marche. Il y a ça encore. Ils sont discrets quand même. Hein. Et puis ensuite, on a l'ENIM. L'ENIM, c'est pour les marins d'eau douce et de mer. Et ensuite, vous avez la CPRCEN, qui est un régime pour les notaires, enfin, tous ceux, pas les notaires, mais tous ceux qui travaillent pour les notaires. Donc, et nous, on est, si vous voulez, l'intérêt de travailler de passer par nous, c'est qu'on est référencé par tous ces régimes principaux, dont on va mobiliser les aides. Alors l'Agirc Arrco, juste pour terminer, c'est décorrélé depuis le début des années 2000 de l'aide complémentaire, notamment de la CNAV CARSAT. Alors on va avancer un petit peu, et on va rebondir sur la question de Sylvain, mais juste donc, vous mobilisez les aides de l'ANA, des caisses de retraite, et je crois même que vous ne l'avez pas dit, mais les aides locales qui peuvent exister à droite à gauche, collectivités locales et CCAS. Tout ça, ça fait un bon matelas financier. Les travaux, alors c'est quoi les travaux qu'on finance avec tout ça? C'est quoi les demandes les demandes les plus récurrentes, et puis... Exemple... le coût de ces travaux, et le coût de ces travaux, et jusqu'à... Combien ça absorbe ces aides finalement de ces travaux? Alors, il y a le coût de la salle de bain, je suis sûr, dans les premières demandes. Vous allez voir. Le type de travaux et leur coût. Vous allez voir ce que... Allons-y. On va rentrer un peu dans le détail. Donc, vous pouvez financer le perron d'entrée et la reprise des marches. Ouais. Donc là, on est sur des travaux d'accessibilité du logement. OK. La pose d'une main courante. On reste toujours sur des travaux d'accessibilité. L'installation d'un visiophone. Ah oui, d'accord, très bien. Non, pas eu jusque-là. Un système de détection de mouvement pour l'éclairage. Donc tout ça, on est sur l'accessibilité externe, lien logement, enfin entrée du logement et environnement immédiat du logement. La pose d'un sol non glissant. Vous avez la sécurisation des installations électriques. Vaut mieux. Hein, oui, parce que souvent, ce qu'on n'imagine pas, c'est que le logement, il est vieilli avec la personne. Donc il faut refaire des reprises parfois d'installations électriques, c'est mieux. C'est mieux. Remplacement d'une baignoire par une douche à siphon de sol. Bien sûr. À l'italienne. Changement de plomberie pour mitigeurs, si vous voulez avoir des mitigeurs qui soient thermostatiques, qui soient le plus simple possible. Installation d'un WC rehaussé et barre d'appui. Pose d'une baie vitrée sans seuil. Quand vous avez un accès au jardin, c'est là où il y a des petits dangers de tomber si vous avez... Ça glisse, voilà. bien sûr. Pose de volet roulant automatisé. C'est très complet, quoi. Et pose d'un chemin lumineux. Tout ça, on retrouve ça sur l'ANA. Ah oui, on trouve ça sur le site de l'ANA. Voilà, sur le site de l'ANA. Et chemin lumineux, ça revient souvent, ça, comme demande. Oui, et chemin lumineux, chemin lumineux, c'est quand vous êtes en difficulté pour vos déplacements de la nuit et que vous avez besoin de vous lever pour aller à votre toilette, eh ben, on vous propose un chemin lumineux pour éviter de tomber. Absolument. Ça s'éclaire au fur et à mesure que j'avance. Voilà. C'est très demandé. C'est très demandé. Ça coûte combien tout ça? Alors, avant d'entrer dans le prix des travaux, quelles sont les premières demandes qui viennent en général, en masse? En général. En fonction de l'âge, peut-être aussi. Les trois premières. Voilà. Prenez les trois premières. Vous êtes prêts? Oui. En général, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que la personne âgée, elle vient nous voir. Si on est dans la réalité des choses, entrons dans la réalité des choses. Elles vont nous dire, voilà, j'ai un logement qui est un peu vieilli, je voudrais un peu rafraîchir, j'ai mes papiers qui, voilà, est-ce qu'on peut refaire une reprise de peinture? C'est pas ciblé. En fait, c'est ciblé, genre, je voudrais embellir mon logement parce que comme il a vieilli avec moi, voilà, un coup de jeune, ça ferait du bien. Et là, on lui dit, mais attendez, madame, c'est pas pris en charge par ce type de financement. Parce que ça, on est sur des travaux qui ne sont pas liés à votre état de santé. Bien sûr. Et donc, mais alors, vous comprenez, l'accompagnement et tout le travail qu'on fait vis-à-vis de ces personnes, en lien très souvent avec les enfants, qui sont parfois des alliés, en leur disant, il faut évoluer dans votre demande. Alors, d'ailleurs, on va aller voir votre... C'est pour ça qu'il faut faire la visite du logement. On va aller voir la salle de bain. Alors, est-ce que vous êtes tombé ou pas? Ah bah oui, ça fait 3 fois, mais à chaque fois, j'ai réussi à me relever. Et c'est là où on va commencer à travailler autrement. Et dire, mais est-ce que vous n'avez pas plutôt un projet où il faut adapter vos logements pour le sécuriser? Et alors, à partir de là, et je vais répondre à votre question, parce que là, ce que je vous explique, c'est la réalité de terrain. En fait, maintenant, on est sur, effectivement, les baignoires qui sont remplacés par des douches. Oui, c'est essentiel, ça. Voilà, ça, c'est très souvent ce qui est le plus demandé. Après, ce qui est demandé, souvent, c'est la sécurisation, parce que vous avez beaucoup de personnes qui, quand elles sont propriétaires de leur logement, ont tout le rez-de-chaussée espace à vivre et les chambres à l'étage. Et c'est l'escalier dangereux, là. Donc, c'est là où on va installer des rampes. C'est là, éventuellement, on va installer un petit siège élévateur qui va pouvoir permettre à la personne de descendre et de monter sans problème. Donc, ça, c'est aussi le type de travaux qui nous est demandé. C'est les rampes pour descendre jusqu'au garage intégré, vous savez,
enterrés en semi-sous-sol, le grand truc habituel. Donc c'est un peu tout ce type de travaux qui nous est demandé en priorité. Après, c'est vrai qu'il y a aussi cette question de l'éclairage nocturne lorsque vous vous déplacez. Donc c'est un peu tout ça. Pour finir sur cette partie, parce que c'est très clair, c'est très intéressant ce que vous dites, ça coûte combien tout ça? Parce qu'on a vu, c'est quoi le coût de... Vous avez 1 ou 2 exemples d'installation, le coût et jusqu'à quelle hauteur toutes ces aides de l'ANA prennent en charge le coût de ces travaux. La caisse de retraite et aide locale. Ça ne peut pas prendre tout en charge. Non. Parce que tout à l'heure, vous donniez les plafonds, 9 000 €. Voilà. Est-ce qu'on peut juste faire un petit résumé pour conclure là-dessus, voir qu'on se rende bien compte, quoi. En gros, à travers un cas. Oui, à travers un cas. On illustre ça à travers un cas, qu'est-ce que vous en pensez? Superbe. Alors, on avait une personne, une dame de 78 ans, là, dans un quartier résidentiel à Nantes, donc, qui voulait proche des commerces, donc ça c'était un atout, et très attaché à sa maison, et qui voulait adapter, qui était là un peu convaincu du fait qu'il fallait adapter son logement. Donc elle souffre d'une arthrose et doit se faire opérer prochainement. Donc là, je prends un cas, vous voyez, c'est la vie de tous les jours. Voilà. Et donc, pour la pose d'une prothèse au genou. Donc là, elle sentait bien que quand même, il fallait faire des aménagements de son logement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la visite. Sorti de cette visite-là, on a fait un projet. Ce projet, c'est pose d'une main courante pour sécuriser les marches d'accès à la maison et création d'une douche à l'italienne à la place de la baignoire. Coût des travaux que nous estimons, nous. Oui, donc attention, c'est un estimatif. Hein. On ne se substitue pas au devis des entreprises. On est d'accord. Ce n'est pas nous qui réalisons les travaux, c'est les entreprises. Donc, c'est autour de 7 600 €. Subvention, donc c'est là où après, on fait une mission d'accompagnement pour monter le plan de financement de la personne. Sur l'ANA, comme elle était de conditions très modestes, elle est donc jusqu'à 50%, hein, je vous disais hors taxe des travaux, donc dans le calcul, ça lui faisait 3 400 €. D'accord. On a mobilisé la subvention de la CARSAT. Donc là, c'est jusqu'à 37% sur le montant TTC. Ça nous fait 2 810 €. Vous faites au total des aides mobilisables 6 210 €. Ce qui veut dire qu'on a 82% du coût des travaux qui est pris en charge par ces financeurs, que ce soit l'ANA, donc l'Agence d'État, ou la CARSAT, donc Caisse de retraite et sécurité sociale. Et le reste à charge, il est de combien? Il est de 1 390 €. Et donc, on vérifie avec ces personnes qu'elle ait la capacité à pouvoir payer ce reste à charge. Et ça a été le cas? Et ça a été le cas. Alors, là encore, ça fait partie de notre éthique. On n'a jamais été mis en cause pour avoir, après notre passage et notre conseil, mis en difficulté financière une personne qui a réalisé des travaux. Éric Malvergne, l'idée aussi pour nos auditeurs, c'est important, c'est de savoir quels sont les plafonds de ressources qu'on appelle modestes et très modestes, en sachant qu'on distingue l'Île-de-France de la province. Hein. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc on prend le revenu fiscal de référence N-2, et à partir de là, en Île-de-France, pour une personne seule, si elle est de revenu très modeste, c'est 20 593 €. Si elle est simplement modeste, c'est 25 068. Si c'est un couple, donc 2 personnes, c'est 30 225 € si elle est très modeste, s'ils sont très modestes, et 36 792 s'ils sont de personnes modestes. Ça, c'est l'Île-de-France. Ça, c'est l'Île-de-France. Et pour la province? En région, vous avez une personne seule, donc c'est 14 874,79 € pour les très modestes, et pour une personne seule modeste, simplement 19 074 €. Et pour un couple? Et pour un couple, donc si c'est très modeste, c'est 21 760 €. Et si c'est de conditions donc très modestes, et si c'est des personnes de conditions simplement modestes, 27 890 €. Sachant que, et c'est la dernière chose que je voulais indiquer, nous, lorsqu'on a des devis qui sont envoyés aux artisans, aux personnes, lorsqu'on a des devis qui sont envoyés par les artisans aux personnes, on vérifie toujours le montant qui sont proposés pour vérifier qu'ils sont en lien avec la réglementation financière qui puisse être financée et qu'il n'y ait pas du surcoût. Et voilà, qu'il n'y ait pas de surfacturation. Voilà. Parfois, on abuse un peu de la candeur et de la crédulité des gens. Vous avez bien raison de l'avoir rappelé. Merci Éric Malvergne. Le temps passe et je voudrais qu'on écoute, puisque chaque mois on va dans la rue et on fait un micro-trottoir, n'est-ce pas Guillaume? Oui, nous sommes allés rencontrer quelques franciliens de tout âge. On leur a posé la question, pensez-vous que votre logement actuellement est suffisamment adapté pour bien vieillir chez vous? Voilà, ça va être intéressant et je vais vous demander de réagir ensuite. Pensez-vous que votre logement est suffisamment adapté pour bien vieillir chez vous? Personnellement, oui. Je suis dans un beau logement, je suis là, juste à côté, là, à la porte d'Agna.
c'est assez spacieux pour plusieurs personnes. Maintenant après, bon, pour les autres, je sais pas, mais pour moi, je pense que je peux virer la note qu'à 80, 90 ans, ça devrait le faire. Pas vraiment, mais bon, c'est une maison, moi j'habite en province, à Dunkerque exactement, une petite maison. J'ai déménagé récemment, j'habitais un appartement au 3e étage sans ascenseur, ce qui m'a fait déménager pour une maison assez petite, hein, ce qui ne me permet pas au rez-de-chaussée d'aménager une chambre par exemple avec une salle de bain. C'est juste l'inconvénient. Moi j'ai un logement effectivement qui n'est pas forcément adapté, donc j'ai un appartement, il n'y a pas d'ascenseur. En tout cas on travaille en région parisienne avec des salaires qui ne sont pas forcément très élevés. On se retrouve à des logements assez petits, mais bon, on s'en sort quand même. Mais pour vieillir dedans, pour revenir à la question, c'est vrai que c'est pas forcément adapté pour du long terme. Oui. Alors donc oui, effectivement, de vivre sur Paris, le logement que j'ai ne me permet pas de vieillir parce que dû à la surface. On ne peut pas décemment vivre dans des petites surfaces toute une vie, quoi, en fait, tout simplement. Non, il n'est pas adapté. Pour une maison très simple, il est au premier étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Si je suis un peu handicapé, les portes ne sont pas assez larges. Pareil pour les salles de bain. Même difficultés dans la cuisine, difficultés d'accès, etc. Non, il faudrait partir, puis c'est trop grand. Donc il faudrait plus petit, plus large, plus accessible. Parce que quand on est vieux, en fait, on est polyhandicapé. Voilà. On perd de la connaissance, du sens, du toucher. On ne sent plus rien. Donc par exemple, il ne faut plus de gaz, je pense. Il faut de l'électricité, il faut des choses comme ça, il faut de la climatisation. Je suis très contente de mon appartement, c'est un F3, c'est bien réparti, l'endroit me plaît, la logistique au niveau des portes c'est assez grand. Ma famille s'y plaît aussi et je me vois bien vieillir dans un appartement comme ça parce qu'au niveau de la logistique aussi, comme vous dites, tout est bien agencé au niveau de l'appartement, au niveau des pièces, des chambres, tout. Donc voilà, je me plais et je compte rester ici dans cet appartement-là le plus longtemps possible. Alors, une réaction, Eric? C'est marrant parce qu'ils tous ont envie. Plus ou moins. Le dénominateur commun, c'est qu'ils aimeraient, ils aimeraient tous vieillir. Par contre, il y a 2-3 trucs qui sont quand même qui ont bien été dits. C'est qu'on est en métropole où les loyers coûtent cher, où l'accès au logement est cher, et que le plus souvent, les logements ne sont pas adaptés parce que trop petits. Et la notion d'espace, vous avez vu, hein, c'est quelque chose qui a été donné, quoi. Ouais. Alors, en fait, quand vous intervenez, tout dépend du type de bâti dans lequel vous habitez et quel est votre statut résidentiel. Vous allez comprendre tout de suite. Il y a une dame qui disait, moi j'ai acheté une petite maison, en gros, je me suis installé et le rez-de-chaussée pour ma salle de bain, là, je ne le sens pas très bien. Donc dans ces cas-là, nous, notre conseil, c'est éventuellement, si elle a un peu de terrain, lui proposer d'agrandir un peu sa maison, enfin si elle peut faire une petite extension pour pouvoir aménager un véritable espace à vivre, sécurisé. Ça peut être ça, notre conseil. Vous avez une autre personne qui disait, finalement, moi je suis locataire, j'habite dans le parc privé locatif à Paris et là dans ces cas-là s'il veut il peut prendre l'initiative de demander et de faire des travaux d'adaptation, mais il faut qu'il ait l'autorisation de son propriétaire bailleur. Donc voilà. Si je suis moi propriétaire bailleur dans une copro, si mes aménagements font que ça n'a aucune incidence sur les espaces communs, c'est mon affaire. Et j'engage des travaux. Si ça a des incidences, il faut avoir l'autorisation de la copropriété. Et donc, sur tous ces aspects-là, nous, dans ce cas-là, on accompagne la personne pour que les choses se passent bien et que, finalement, les rendez-vous soient bien pris. Et que tout le monde soit bien d'accord pour porter ce projet de travaux. Merci beaucoup, Eric. Vous allez rester avec nous puisque c'est la fin de cette première partie pour ce premier entretien. On va se retrouver tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose qu'on retrouve nos experts dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est une séquence qui est toujours attendue avec beaucoup d'impatience. Tous les mois, on enchaîne. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici.
Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Eh bien les amis, ça vous concerne. Première partie, c'est votre séquence préférée chaque mois. Pour ce dernier numéro de décembre, nous sommes toujours accompagnés de l'ami Vincent qui consulte le groupe Les Proprios qui est géré par Capital. Avec l'aide des équipes de Capital et de Guillaume. C'est là que vous posez vos questions et nos experts y répondent. Et pour débuter ce numéro de décembre, notre première experte est avocate, c'est Estelle Vernejoul. Bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue. Première question d'Hélène du groupe Facebook Le Club des Proprios. Son locataire lui demande une réduction de son loyer suite à une régularisation des factures EDF de 800 €. Il met en cause le locataire la mauvaise isolation du logement. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors effectivement, c'est une difficulté qui peut se poser quand on a un logement qui est mal isolé, puisque potentiellement c'est le cas, sauf s'il y a une autre difficulté dans son logement, mais sinon on peut supposer qu'il est mal isolé. Alors la question, c'est de savoir quelle est l'obligation du bailleur en termes d'isolation thermique. Est-ce qu'il a une obligation et quelle est-elle? Alors, on a l'article 6 de la loi de 89 sur le statut des baux civils qui prévoit notamment toutes les dispositions que l'on connaît, dont tout le monde a entendu parler, qui concernent le logement décent. Alors, le logement décent, c'est des critères assez généraux, mais cet article-là, il prévoit spécifiquement que le logement doit quand même répondre à un critère de performance énergétique minimale. La difficulté, c'est que ce critère de performance énergétique minimale, il n'est pas vraiment défini. Alors, je vais vous expliquer, ça évolue et plutôt dans le bon sens pour le locataire. En l'état, aujourd'hui, ce critère de performance énergétique, c'est ce que tout le monde connaît, c'est le DPE, avec le classement qui est obligatoire. Et qui permet notamment de pouvoir noter la performance énergétique du logement qu'on prend en location. Donc le locataire, il a quand même cette information au début. Donc c'est sûr que s'il prend à bail un logement qui est classé F, il peut quand même s'attendre légitimement à avoir une facture d'électricité qui va être relativement élevée. Alors, aujourd'hui et en l'état, ce critère de la performance énergétique, en réalité, il n'est pas vraiment obligatoire. Et surtout, ça ne fait pas partie des critères du logement décent. En revanche, ça bouge. On a eu plusieurs lois ces dernières années qui sont venues affiner cette notion. Notamment, on a une loi très récente qui date d'août 2021, qui est la loi Climat et Résilience, et qui permet d'intégrer un certain nombre de dispositions pour que maintenant, on puisse concrètement apprécier ce que signifie une performance énergétique. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais bon. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er juillet 2021, le DPE, il a une valeur, il est opposable. Il n'est plus seulement facultatif parce que contrairement à ce qu'on pense, il était pas obligatoire et surtout, il n'était pas opposable. Désormais, il l'est, donc c'est déjà une avancée. Et surtout, ce qui est prévu dans cette loi, c'est que il va y avoir différentes mesures qui vont permettre de sanctionner les bailleurs, finalement, qui vont louer des logements qui sont dits énergivores. Voilà, donc notamment tout ce qui est les classements F et G à l'avenir, dans les années qui arrivent, on ne pourra plus, par exemple, augmenter le loyer. Ça, c'est une première chose. On ne pourra plus non plus mettre à la location certains logements qui sont considérés comme étant trop énergivores. Voilà. En l'état aujourd'hui, si vous voulez, elle est un petit peu bloquée parce qu'en matière de loyer, il n'y a pas d'exception d'inexécution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même décider de retenir le loyer ou d'imputer des travaux au bailleur sans son accord. Ce qu'elle peut faire, c'est engager évidemment une discussion avec son bailleur en lui demandant de bien vouloir réaliser les travaux. S'il ne le fait pas, il ne sera pas obligé de réduire le loyer, sauf si elle y autorise. Étant précisé aussi qu'il est possible, si elle le souhaite, et que c'est un logement dans lequel elle se projette, dans lequel elle a envie de rester un certain temps, il y a aussi tout un dispositif qui permet à bailleurs et preneurs de
copayer des travaux de rénovation énergétique du logement qui peuvent lui permettre de vivre dans des conditions un peu plus décentes ou en tout cas plus agréables. Et l'étape d'après, évidemment, si vraiment c'est une catastrophe et qu'elle vit dans un logement qu'elle considère indécent, c'est de saisir le juge qui, lui, va l'autoriser à consigner les loyers ou à déduire des loyers de son loyer. Mais en tout cas, en l'état, elle ne peut pas toute seule décider de retenir une partie de son loyer. Voilà pour la réponse à Hélène. Une question de Véronique maintenant pour vous, Estelle Vernejoul. Véronique à Valenciennes a acheté en VFA. Le promoteur vient de l'informer d'un report de livraison de 6 mois en raison du Covid. Est-ce qu'il est dans son droit et qu'est-ce qu'elle peut faire? Et effectivement, ça c'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. Alors c'est le sujet du jour. C'est vrai qu'en ce moment, les promoteurs ont quand même rencontré de nombreuses difficultés pour livrer les logements en temps et en heure. Parce que le Covid a quand même bien ralenti, que ce soit les périodes de confinement pour l'approvisionnement des matériaux et aussi les personnes qui ont été malades sur les chantiers, et ça a quand même pas mal retardé. Donc effectivement, quand on est acquéreur, dans l'acte de VFA, on a une date de livraison qui est contractuelle, généralement c'est un trimestre entier, et cette date engage le promoteur. Dans l'acte, on a toujours ce qu'on appelle des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Donc ça, ce sont les raisons légitimes pour lesquelles le promoteur peut reporter le délai de livraison. Dans ces raisons-là, on a les grèves, les intempéries, et on a ce qui s'appelle la force majeure. Alors, il y a eu pas mal de débats récemment sur le fait de savoir si la crise sanitaire du Covid-19 était un cas de force majeure. Alors, on commence à avoir des décisions jurisprudentielles en ce sens. Au départ, alors on a eu des décisions qui ont reconnu la force majeure, notamment au motif que l'événement n'était pas prévisible, en tout cas pour les premiers confinements. Par exemple, le tout premier, mars à mai 2020, on peut considérer que c'est de la force majeure. Ouais. Ensuite, évidemment, tout le monde connaissait l'existence du Covid et de ce que ça pouvait impliquer, et la force majeure a été discutée. Et aujourd'hui, la jurisprudence actuelle se dirige plutôt vers une analyse où on dit que le Covid peut être une force majeure uniquement si ça a rendu l'exécution impossible. Alors, pour les professionnels, ça va quand même être difficile. Il va falloir le prouver, quoi. Voilà. Et puis de démontrer que l'exécution est absolument impossible, ça devient peut-être un petit peu compliqué. Donc après, tout dépend de comment il a justifié ces 6 mois de retard, si ça fait partie des causes contractuelles légitimes de suspension du délai de livraison. Merci beaucoup Estelle Vernejoul pour ces réponses précises. Votre cabinet à retrouver sur Avocatalyse avec un Y, avocatalyse.fr. À très bientôt en 2022, on vous retrouvera. Voilà, à très bientôt. Et merci. On va vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et un excellent jour de l'an. Et on se retrouve avec plaisir en 2022. À bientôt. Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa. Bien sûr, voici l'édito de David Benbassa consacré aux dernières tendances du marché. Bonjour David, vous êtes intéressé ce mois-ci aux critères à prendre en compte dans le choix d'un logement où l'âge augmente. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler du logement des seniors en France. Alors si on regarde les chiffres de l'INSEE de 2019, 17,5 millions de personnes avaient déjà 60 ans et plus en France, soit 25% de la population, et 13% d'entre elles avaient 85 ans et plus. Finalement, c'est la même tendance que l'on découvre sur tous les pays de l'Europe. Les prévisions en 2040, c'est important, les seniors seront pratiquement 23 millions, un tiers de la population, et 26,4 millions en 2070, ça veut dire 35% de la population. Ça veut dire une part importante de la population avec des besoins spécifiques en termes de logement auxquels il est impératif de s'occuper et de répondre dès maintenant. Pour le logement, plusieurs alternatives sont envisageables en fonction finalement de l'âge et de la santé de ces personnes. Alors on peut évidemment garder son propre logement, on peut envisager le co-living avec d'autres seniors, voire même des étudiants, on peut retourner vivre chez ses enfants, ouais ça arrive. Il y a aussi l'opportunité d'aller dans une résidence gérée avec différents niveaux de service. Et enfin, le dernier stade, dirais-je, ce sont les EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Il y a un sondage qui a été fait en 2021 par Deloitte pour la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui indiquait que 62% des plus de 60 ans souhaitaient vieillir chez eux. 23% souhaitaient déménager dans un logement plus adapté et 12% souhaitaient
passer en résidence-service. On voit bien l'avancée en âge apporte certains changements et les éléments finalement déclencheurs du changement de logement, c'est la perte d'autonomie. En premier lieu, le décès du conjoint et la maladie. Alors à noter une chose, c'est que l'espérance de vie des femmes toujours plus longue, finalement les amène le plus souvent à rester seules et plus seules chez elles que les hommes au même âge. Quels sont les critères des seniors quand ils choisissent de rester chez eux? Alors, il n'y a vraiment aucun chiffre qui corrobore, mais si on fait preuve d'un petit peu de logique, on peut s'orienter effectivement sur des logements qui seraient avec des surfaces habitables réduites, ça c'est important, pour faciliter l'entretien et les déplacements d'une pièce à l'autre. On peut aussi imaginer qu'on va chercher des logements avec peu d'étages, voire pas d'étages, de plein pied, pour limiter les risques de chute, notamment dans les escaliers. En termes de localisation, certains seniors vont faire le choix de déménager quand ils sont en réalité finalement dans des villes pour se rapprocher soit de leurs enfants, mais aussi, surtout, des commerces et des hôpitaux. Mais quel que soit l'âge, l'emplacement reste le critère majeur pour le choix du logement et on regardera avec précision l'environnement du logement, notamment la topographie des lieux. On va éviter les grandes côtes à monter pour aller chercher le pain. On va aller chercher des villes avec des circulations automobiles modérées, des voies piétonnes plus faciles pour circuler et surtout des transports accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, on va évidemment favoriser les communes qui proposent des activités de loisirs pour éviter l'isolement. Le bien vieillir chez soi est une chose, mais il ne faut pas l'assimiler à rester chez soi. On peut également retarder l'entrée en maison médicalisée, donc les fameux EHPAD, en adaptant les logements pour les seniors, ou plutôt, encore une fois, pour limiter la fatigue et les accidents. Alors, plusieurs pistes, évidemment, vous le savez, les installations de douche à la place des baignoires, les WC rehaussés, les montes escaliers, plus simplement des barres d'appui ou des sols, des dispositifs anti-glisse sur les sols. Tous ces travaux, il faut se renseigner, ils peuvent bénéficier d'aide de l'État, il faut se renseigner. Et pour rassurer les proches, il est également possible d'avoir recours à des détecteurs de chute, vous savez, qui ont des formes de bracelets ou de pendentifs. En décembre 2020, la DREES, je vais quand même vous dire ce que c'est, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, alertait sur le manque de places en EHPAD pour absorber la demande croissante des seniors ayant besoin d'assistance au quotidien. On dénombrait 611 000 places existantes actuellement. Il y en a 611 000 places existantes dans les EHPAD. Et il y aurait un besoin de 108 000 places supplémentaires d'ici 2030 et encore 211 000 places supplémentaires en 2050. Alors, c'est important, mais entre le logement chez soi, résidentiel, et l'EHPAD, finalement, des solutions qui existent, ce sont les résidences gérées. Les chiffres que l'on a aujourd'hui, ce sont 104 000 places disponibles dans ces établissements résidents gérés et on prévoit l'ajout de 30 000 places supplémentaires d'ici à 2030. Finalement, ça pourrait suffire à combler les besoins ou en tout cas diminuer le besoin de nombre de places en EHPAD. En conclusion, l'augmentation de l'espérance de vie des Français génère une demande supplémentaire et complémentaire en logement qu'il est nécessaire d'anticiper. Alors si certains critères sont similaires, il faut optimiser et simplifier le quotidien dans le logement pour toutes ces personnes âgées. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa. Voilà, David Benbassa, d'être resté avec nous justement après votre édito, parce que chaque mois, dans ce Focus, on porte notre attention sur un territoire particulier et vous interrogez d'ailleurs chaque mois un professionnel, n'est-ce pas David ? Absolument, et cette fois-ci, aujourd'hui, je vous parlais des résidences seniors et du logement pour les seniors. Je vais tout de suite appeler monsieur Patrice Drexler, qui doit être avec nous, qui est le directeur national de Sergic Résidence Senior. Bonjour Patrice. Bonjour David, bonjour à toute l'équipe. Merci de vous être rendu disponible. Moi j'ai deux questions et on va commencer bien sûr par la première. Sur ce sujet des résidences seniors, quelles seront selon vous les principales caractéristiques des résidences seniors de demain ? Ah, quelle belle question. Alors c'est justement notre leitmotiv et il est de lutter contre la solitude parce que d'une part ça prolonge l'autonomie et ça prolonge l'espérance de vie. Et au travers de nos résidences seniors, c'est pas que vivre entre seniors, c'est aussi s'ouvrir vers l'extérieur, aussi bien que nos restaurants s'ouvrent vers des publics extérieurs, des associations de personnes âgées, des villes, des entreprises. Toutes nos animations sont réalisées par des intervenants extérieurs et y associent également des seniors extérieurs à la résidence pour effectivement avoir cette mixité. Et on a également un projet de micro-crèche dans le développement de nos résidences à venir pour mixer ces populations et donc faire de l'intergénérationnel.
Ouais, ça, c'est vachement important. Et justement, quels sont les nouveaux modèles que Sergic, du coup, envisage à l'avenir ? Alors, nos modèles futurs se basent sur ce que je viens de vous dire, sur cette mixité, sur cette perméabilité. Et donc aujourd'hui, Sergic exploite 2 résidences en activité. Nous sommes un tout petit nouveau dans le monde du senior. 3 résidences en cours de livraison, du moins les travaux vont démarrer dans les Hauts-de-France, où d'ailleurs nous sommes associés avec la Foncière de l'Érable, qui est une émanation du Crédit Agricole, et nous exploitons conjointement ces résidences dans les Hauts-de-France sous la marque Les Nouvelles Sylphides. Et plus généralement, sur le territoire national, Sergic va se lancer seul en exploitation des résidences seniors, et au-delà de cette mixité que j'évoquais tout à l'heure par les animations, les services, etc., nous avons également à l'étude un projet de mixité avec un public social, c'est-à-dire d'ouvrir des résidences privées sociales avec une perméabilité entre les 2 publics sur les espaces communs. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces détails. Et c'est vrai que le besoin, on en parlait juste avant, en résidence est extrêmement important. Donc, je pense que l'avenir est plutôt rose sur le développement de ces nouveaux modèles. Merci, Monsieur Drexler. Voilà, à condition de les faire vivre. Merci. Merci à vous. Au revoir. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour cette deuxième séquence de Ça vous concerne, comme tous les mois d'ailleurs, séquence de décembre avec nos experts et toujours avec l'ami Vincent. Oui. On a un nouvel expert. On a un expert qui est déjà venu. Voilà, tout à fait. On a un excellent expert. Un excellent notaire. D'ailleurs, c'est notre notaire du mois de décembre. Et c'est Thierry Delsal qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour, bienvenue, re-bienvenue, parce que oui, on vous connaît. Excellent notaire à qui on pose cette première question, une question de Cyril du groupe Facebook Le Club des Proprios. Cyril s'apprête à conclure la vente de son logement chez le notaire. Il n'a pas encore obtenu les clés de son nouveau bien. Est-ce qu'il peut, lors de la signature, faire inscrire une clause au sein du contrat de vente lui permettant de repousser de quelques jours ou quelques semaines la date butoir pour la remise des clés à son acheteur ? Oui, c'est effectivement une question très très courante. C'est à chaque fois que c'est très difficile de faire vente et achat d'un seul coup et que ça se passe super bien des 2 côtés. Donc du coup, l'important c'est que le vendeur soit d'accord, évidemment, et c'est de le demander, peut-être d'anticiper, de le demander dès la promesse de vente. Quand vous sentez que vous pourrez pas avoir les clés le jour de votre vente, les clés de l'achat. Il est bien d'anticiper. Alors on le fait comment ? Tout simplement en faisant ce qu'on appelle une réserve de droit d'usage. On le prévoit dans la promesse de vente ou dans la vente. Une réserve de droit d'usage de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et pour rassurer le vendeur, on met toujours une astreinte. C'est-à-dire que si vous demandez à avoir 1 mois de jouissance gratuite, cette réserve de droit d'usage pendant 1 mois, eh bien au bout d'1 mois, toujours, tous les jours de retard, il y aura une astreinte de... généralement, les tribunaux acceptent 3 fois le loyer comme astreinte. Donc voilà, vous louez votre appartement 2 000 €, ça fait 6 000 € divisé par 30, ça vous fait 200 € d'astreinte par jour de retard si jamais vous n'avez pas laissé les clés le jour dit. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait généralement un séquestre sur le prix de vente pour assurer le paiement de cette astreinte si jamais il y a un problème, qui est souvent de 3 mois d'astreinte qu'on séquestre, et donc du coup vous vendez sans avoir la totalité du prix, mais c'est séquestré chez le notaire, et puis dès que vous donnez les clés, on vous rend sous séquestre. Merci Thierry. Une autre question maintenant pour vous Thierry Delsal, une question de Constance sur le Club des Proprios. Constance souhaite vendre sa maison achetée en 2003. Elle la louait en meublé depuis cette date. Est-ce qu'elle peut être exonérée d'imposition sur la plus-value si elle décide d'habiter cette maison pendant sa mise en vente ? D'en faire sa résidence principale. Ça c'est malin. C'est malin, Constance. C'est vraiment malin. La réponse Thierry de vous, notaire. Oui, c'est très très malin, et d'ailleurs l'administration fiscale l'a pigé. Ils sont aussi malins, l'administration fiscale. Et donc ils considèrent que si vous faites ça que pour éviter le paiement de l'impôt de plus-value, évidemment vous vous faites rattraper. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire ça un peu lentement, j'ai envie de dire. Donc déjà, de justifier qu'il y a dans votre vie, ou professionnelle, ou vie privée, un ou plusieurs événements qui feront que
Ah ben j'avais l'intention, effectivement, moi le locataire est parti, donc j'ai eu l'intention d'habiter. Donc après, preuve à l'appui, il faut évidemment avoir toutes les factures d'électricité et autres à votre nom. 1 ou 2 taxes d'habitation, ça serait pas mal. Alors 2, ça veut dire 2 ans, c'est beaucoup. Mais malheureusement, c'est souvent ce que demande l'administration. Au moins 2 taxes d'habitation, donc 2 fois à 1er janvier. Et si vous partez avant, en fait, c'est une question de fait et l'administration fiscale se permet de vous interroger en disant mais pourquoi vous êtes reparti, pourquoi vous avez rendu si vite? Et donc là, c'est à vous de dire en fin de compte, j'ai l'intention d'y habiter, j'y ai habité, mais j'ai rencontré quelqu'un, ou j'ai eu un enfant, ou j'ai changé de boulot. Et donc, il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que je voulais rester. C'est pas de bol, j'ai dû changer et je revends. Et monsieur l'inspecteur, soyez sympa, essayez de comprendre un petit peu et de m'exonérer de la plus-value. Voilà. Bon, un minimum, c'est quand même une année, quoi. Ouais, c'est vraiment de la casuistique. Une année fiscale. Minimum, c'est vraiment une année. Ouais, une année fiscale. Une année fiscale, ouais. Merci beaucoup. Et si possible, 2 taxes d'habitation. Merci beaucoup Thierry Delsal pour les réponses à Constance et Cyril. On vous retrouve avec votre équipe sur votre site opéra-notaire au pluriel.fr, opéra-notaire.fr. Merci Thierry, à très bientôt. Et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année Thierry. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, et on enchaîne la suite de nos aventures avec le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est pour vous. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Eh bien voilà les amis, nous revoici dans cette deuxième partie de notre entretien avec Éric Malvergne. Rebonjour Éric, vous êtes toujours avec nous. Responsable du pôle à la Fédération Solia, Solidaire pour l'habitat. C'est bien vieillir chez soi, tout un programme. C'est le thème de l'émission du jour. Guillaume, on va parler des aides fiscales dont peuvent bénéficier les particuliers qui veulent adapter leur logement. Les aides, c'est un vrai sujet. Hein. Oui, on a fait le point sur les aides, tout ce qu'on peut dépenser et les subventions dont on bénéficie, sur les travaux et toutes les subventions dont on bénéficie. Mais on l'oublie souvent, ces dépenses, pour adapter son logement au vieillissement, sont aussi éligibles, et sous certains critères, au crédit d'impôt. Alors, quel est le montant de ce crédit d'impôt auquel on a le droit? Alors, j'aimerais bien compléter, si vous voulez. Crédit d'impôt, ça veut dire, est-ce qu'il faut payer des impôts pour avoir un crédit d'impôt? Juste la question. Alors, en fait... je vais vous dire un petit peu comment c'était conçu ce crédit d'impôt. Donc, les travaux doivent être des équipements sanitaires ou de sécurité, d'accessibilité ou d'accessibilité. C'est-à-dire que vous pouvez pas. C'est la liste des travaux qu'on a. Ça renvoie un peu à la liste des travaux de l'ANA. Donc là, ça se complète. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Et puis après, donc ce crédit vous permet de bénéficier de 25% du montant de vos travaux. D'accord. Ce montant doit être inférieur, ceci dit, à 5 000 € si vous êtes seul. Et à 10 000 € si vous faites partie d'un couple avec une imposition commune. D'accord. Ok, c'est clair. Okay. Ça, c'est le plafond du crédit d'impôt. Le plafond de ce que vous pouvez déduire. Maximum à 10 000 pour un couple. Voilà. Donc, du coup, il faut être propriétaire de son logement ou locataire. Vous pouvez être aussi locataire. Résidence principale. Ou occupant à titre gratuit de son logement. Donc, il faut que ce soit votre résidence principale. D'accord. Que le logement soit situé en France, on est bien d'accord. Que ce soit affecté à l'habitation principale, c'est une évidence, mais enfin, c'est bien de le rappeler. Domicile fiscal. Et les travaux doivent être réalisés par la même entreprise qui fournit les équipements.
D'accord. Donc, qu'on ce soit lisible, clair par rapport à ça. Attendez, que je comprenne bien. Même entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise qui fait les travaux, c'est elle qui doit vendre les matériaux. C'est elle qui vous propose, dans son devis, les travaux, les matériaux qu'il y a à acheter, voilà. Et c'est elle qui doit être la même source de oui, j'ai compris. Je n'achète pas les matériaux et je demande à ce qu'on me les pose. Voilà. Ils sont achetés par l'entreprise qui fait tout. Voilà. Ok, c'est plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc, ce que je vous disais, ça finance des cabines intégrales, des éviers à hauteur réglable, des appareils élévateurs, des mains courantes, enfin, vous voyez, des éléments de ce type-là. Et la loi de finances 2021 a prorogé jusqu'en 31 décembre 2023 la possibilité d'utiliser ces crédits d'impôt. Parce que ça devait se terminer la fin décembre 2021. Donc prorogé jusqu'à fin décembre 2023. Voilà. Ok. Donc ça, c'est possible. Et donc, parce que oui, et puis, donc, si vous voulez, à partir de là, il y a quand même un petit complément, c'est que je vous ai parlé de 10 000 € maximum pour un couple marié ou pacsé, donc soumis à imposition commune, bien d'accord, mais il peut être aussi majoré de 400 € par personne à charge. Voilà. D'accord. De crédit d'impôt. Donc voilà. Bon, bah, je crois que là, on a dit à peu près... On s'adresse à qui? Bon, ça, c'est une petite ligne... lorsque vous remplissez... Alors, classique. Nous, on peut... Quand vous êtes en lien avec nous et qu'on vous accompagne et qu'on a mis en place une mission de maîtrise d'ouvrage, mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et que vous avez signé le contrat avec nous pour vous accompagner, dans ces cas-là, on vous conseille de... Vous nous expliquez si on y a droit, comment... Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah c'est parfait. Alors, donc dans le détail, on est bon. Effectivement, profit du propriétaire, on est d'accord. Donc les listes des travaux éligibles au crédit d'impôt, on les a déjà alignés. Vous avez répondu d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on s'était posée avec Guillaume, pour les travaux réalisés en dehors de la résidence principale, mais ça peut être que la résidence principale. Que la résidence principale. Donc, domicile fiscal. Voilà. Alors, ce que je propose, Eric, c'est que on a fait un reportage, n'est-ce pas Guillaume? Oui, nous sommes allés rencontrer Luc Broussy, alors vous devez le connaître. Je connais bien, oui. Président de France Silver Eco, qui est auteur d'un rapport qu'il vient de remettre au gouvernement en début d'année sur le vieillissement, et qui présente justement des pistes, lui, pour améliorer encore l'adaptabilité des logements et notamment leur financement. On l'écoute. Dans un récent rapport remis au gouvernement, vous dénoncez l'inefficacité des aides pour adapter les logements au vieillissement. Quel constat tirez-vous? Je suis parti d'abord d'un chiffre dramatique, mais qui fait l'objet d'un déni collectif des politiques publiques. 9000 personnes âgées décèdent chaque année d'accidents domestiques. 9000 morts. Je vous rappelle qu'il y a 3500 morts sur la route chaque année, 9000 morts à cause d'accidents domestiques à la maison. Donc, partant de ce constat, la nécessité, c'est la faculté d'adapter les logements des personnes âgées. Et là, on est très en retard. On y consacre à peu près 100 millions d'euros en France, quand l'Angleterre y consacre 600 millions d'euros. Donc la France, de toute façon, est sur cette politique publique en retard, avec, une fois de plus, le résultat dramatique qu'on connaît. Par ailleurs, il y a une illisibilité totale des dispositifs. Un senior, un couple qui veut adapter son logement ne sait pas à quelle porte frapper. Et selon la porte à laquelle il va frapper, le niveau des aides sera différent, les conditions d'octroi de l'aide seront différentes, et pire que ça, dans beaucoup d'aides, il faut déjà être une personne âgée dépendante pour bénéficier d'une aide permettant d'adapter son logement. Grosso modo, une fois que vous vous êtes cassé 3 fois la figure dans l'escalier, là, vous avez le droit à une aide. C'est ce système absurde auquel il faut mettre fin. Que faut-il faire selon vous? Donc dans ce rapport, j'essaye de copier le dispositif qui marche aujourd'hui sur la rénovation énergétique qui s'appelle MaPrimeRénov'. Donc j'ai appelé ça MaPrimeAdapt', pour que nous puissions refonder le système, avoir un guichet unique, avoir des critères d'éligibilité, là également communes à toutes les personnes. Évidemment, c'est normal, il y aura des conditions de ressources. Si vous êtes très riche, on ne vous aidera pas comme si vous étiez plus modeste. Mais en revanche, tout le monde, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, a besoin d'être aiguillé. Donc ce service public, cette PrimeAdapt', aura vocation à être un guichet unique et à apporter une information
à toutes les personnes âgées qui souhaitent adapter leur logement. Ça veut dire aussi être orienté vers les artisans qu'il faut, être orienté vers les ergothérapeutes, profession extrêmement importante qui permet de savoir aussi la nature des travaux qu'il faut entreprendre dans un logement pour qu'il soit hors de danger. L'aide MaPrimeAdapt a-t-elle une chance de voir le jour? Quand je remets ces propositions fin mai, moi je ne sais pas si le gouvernement va les reprendre à son compte. Il se trouve que le 23 septembre dernier, Jean Castex, le Premier ministre, a nommément cité mon rapport, mais également cette proposition de MaPrimeAdapt et a demandé à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, de lui remettre des propositions d'ici le début de l'année. Donc nous saurons début 2022 si oui ou non le gouvernement souhaite vraiment avoir une démarche très volontariste sur cette question-là. L'idée, d'après ce que j'en ai compris, puisqu'il y a eu quand même quelques réunions interministérielles sur le sujet, c'est que des expérimentations, parce que c'est très complexe d'harmoniser toutes ces aides, que des expérimentations puissent avoir lieu en 2022 pour un système qui, lui, serait généralisé en 2023. Si on suit ce programme-là, on aura rattrapé des années et des années de retard et on aura permis, une fois de plus, à chaque personne, au fond, de l'aider dans l'objectif qui est celui de tous les Français, c'est-à-dire de vieillir chez soi. Mais ce chez-soi doit être adapté, sinon c'est le chez-soi dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le chez-soi qui crée des chutes, qui crée à la fin des drames humains. C'est intéressant comme rapport. Hein. Alors effectivement, le mot aussi rappelle la complexité des aides, mais enfin il dit trois choses quand même, hein, et là je vais vous demander de réagir, et c'est frappé par le sceau du bon sens, une harmonisation pour rendre beaucoup plus lisibles les dispositifs, avec l'inspiration effectivement de ce que va devenir MaPrimeRénov' avec France Rénovation début 2022, où là on voit les éléments. Je donne un chiffre, MaPrimeRénov' versus ancien modèle, c'était 250 000 dossiers, cette année ils franchiront les 800 000 dossiers. Donc on voit bien que ça a cartonné. Troisième point, il a souligné que la remise du rapport fin mai au Premier ministre avait peut-être donné des suites. Que pensez-vous de ces propositions, Éric Malverne? Nous, tout ce qui peut faciliter le montage financier et donc l'optimisation financière des travaux des personnes âgées, nous sommes pour. On a un questionnement quand même sur lequel il faut être vigilant, c'est qui peut accompagner ces personnes-là. On a pu voir pour certaines aides qui avaient été mises en place, notamment je pense pour Action Logement, vous savez, service, qui en 2020-2021 avait mis en place une aide de 5 000 € pour les seniors, qu'au bout du compte, ils avaient mandaté des entreprises du BTP pour le faire. Et donc nous estimons là-dessus qu'il faut qu'il y ait toujours une différence entre celui qui conseille et celui qui met en œuvre. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, nous, si vous voulez, on a un constat objectif du diagnostic et des travaux qu'il y a à faire, puisqu'on n'est pas rémunéré en fonction du montant des travaux, on est rémunéré en fonction de la mission qu'il y a à faire auprès de la personne, ce qui est complètement différent. Mais j'imagine que vous serez associé dans ce projet de MaPrimeAdapt. Oui, bien sûr. C'est juste une amélioration de ce que vous faites aujourd'hui déjà, mais ce qu'on propose, c'est d'aller un petit peu plus loin, notamment dans la prévention, je crois. Nous là-dessus, on est tout à fait pour, dès lors que soit bien séparé qui accompagne les personnes pour mobiliser ces aides-là. Et après, qui réalise les travaux. Si on a bien cette séparation entre qui fait quoi, on est, nous, pour la simplification. Ça vous paraît être une bonne chose, MaPrimeAdapt? En tout cas, ça sonne bien comme ça. Oui, non, ça paraît une bonne chose si on encadre bien sur le plan réglementaire l'accompagnement des personnes. Parce que, si vous voulez, dans le précédent dispositif dont je vous parlais, comme par hasard, toutes les douches à siphon de sol, dès que ça passait par une entreprise du BTP, c'était comme par hasard à 4 999 €. Il n'y avait jamais en dessous, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, là-dessus, il faut éviter les effets d'aubaine. Merci beaucoup pour tous ces renseignements et ces enseignements. D'ailleurs, Éric Malverne, je rappelle que vous êtes responsable du pôle fédération Solia, solidaire pour l'habitat. Si on veut aller un peu plus loin et en savoir plus, il suffit d'aller sur le site internet, sur solia.fr. D'ailleurs, l'adresse du site internet figurera sur l'émission. Merci. Et on va enchaîner tout de suite, bien évidemment, avec la suite dans notre grand rendez-vous de l'immobilier spécial fête de fin d'année. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement.
Et rebonjour à toutes et à tous. Voilà votre séquence aussi que vous aimez bien puisqu'on l'a mis en place cette année. Le point juridique de l'Agence nationale pour l'information et le logement avec Roselyne Conan. Comment ça va, Roselyne? Bonjour messieurs, très bien. On est ravis d'être avec vous, directrice générale de l'ANIL. Voilà, vous êtes avec nous. Chaque mois, vous incarnez, vous nous donnez les bons plans pour avoir le conseil juridique, si je peux m'exprimer ainsi, le plus adapté pour le logement. C'est le grand rendez-vous, n'est-ce pas, Guillaume? N'est-ce pas? Et là, Roselyne, nous allons nous parler de quelque chose qui va nous arriver en début d'année. Ça existe déjà, mais les conditions vont être plus codifiées. C'est le resserrement des conditions de crédit, parce que les banques n'auront plus le droit au faux pas. Ça y est, on les a... Alors, donc, comme le disait Guillaume, on s'était déjà un petit peu préparé, puisque ce haut comité... pour la stabilité financière, avait déjà émis un avis au 1er janvier 2021 qui donnait des éléments déjà pour que les établissements financiers puissent préparer leurs pratiques concernant leurs modalités de distribution des crédits immobiliers. Puisque finalement, ce haut comité, est-ce que tout le monde sait il est, ce qu'il fait, peut-être le redéfinir, puisque c'est une instance effectivement qui est donc prévue dans le Code monétaire et financier. Alors, je ne connais pas la définition par cœur, donc je vais utiliser mon anti-sèche. C'est l'autorité macro-prudentielle. Ah oui, ça dépend des services de Bercy, en fait. Voilà, ils sont vraiment au-dessus du sujet français, bien sûr, chargés d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Donc, en gros, son rôle, c'est quoi? C'est d'identifier des problèmes systémiques qui pourraient mettre en péril le fonctionnement du système financier français. Alors, je ne reviendrai pas sur les épisodes 2007-2008 aux États-Unis. On n'a pas du tout le même système de fonctionnement bancaire et des crédits immobiliers. On fonctionne vraiment différemment. C'est-à-dire qu'on ne prête pas en fonction de la valeur du bien, on prête en fonction de ce qu'on est capable de rembourser. Et ça, c'est totalement différent. Et c'est vrai que le Haut Comité, il est là aussi, justement, pour que les pratiques des établissements financiers permettent de sécuriser encore davantage ces accédants, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 1er janvier 2022, l'avis émis en janvier 2021 va devenir la norme. C'est-à-dire que tous les établissements financiers devront respecter cette norme. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette norme? Elle prévoit deux choses. Elle prévoit un taux d'effort des emprunteurs qui ne puisse excéder 35%. Alors, on verra... ce que ça veut dire. Oui, ça avait déjà été relâché un peu, mais 35 max. Et puis, la durée de crédit ne peut excéder 25 ans, avec une tolérance maximale donc, de complément de 2 ans, pour certains types d'accessions, comme quand il y a un différé, comme les accessions en vente à l'état futur d'achèvement, ou les contrats de construction de maisons individuelles, ou les achats avec travaux, où il y a un coût minimum de 25% du coût total de l'opération en rénovation. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus emprunter sur une durée supérieure à 25 ans? Eh bien non, puisqu'il y a des cas d'exception. C'est-à-dire que les établissements financiers vont pouvoir déroger à ces contraintes, mais uniquement pour une partie, c'est-à-dire 20% de la production des nouveaux crédits. Donc, j'entre pas dans le détail de toutes les exceptions, mais ça, c'est pour vous résumer globalement. Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'emprunter avec un taux d'effort de plus de 35% et sur plus de 25 ans, mais dans des conditions, dans des cas spécifiques, dans une quantité de prêts limitée. Et l'établissement financier devra justifier de ces éléments dans le cadre d'une politique écrite, en disant, bah voilà, ce type de profil auront un taux d'endettement plus élevé ou une durée plus longue. Et notamment les revenus importants, les revenus aisés. Exactement. Oui, voilà, ou voilà, quand on a... La notion de reste à vivre n'est pas la même quand on gagne 10 000 ou 3 000 euros. Quand on en vient... Et peut-être à noter, et peut-être à garder à l'esprit que ces dispositions ne vont pas considérer, par exemple, les renégociations de crédit, ne vont pas concerner les prêts relais. C'est-à-dire que la renégociation de crédit reste sur l'ancien régime, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette contrainte imposée. Donc quelqu'un qui est en cours de crédit, là, pour nos auditeurs... Si c'est un nouveau crédit au 1er janvier 2022... Et si c'est l'ancien, donc il n'y a pas de problème, il peut, voilà, il est plus souple. Il n'y aura pas cette obligation qui s'imposera. Bon, voilà. Un petit point complémentaire, si vous me dites si je fais une erreur.
35% à ne pas dépasser, c'est-à-dire que mes mensualités ne devront pas dépasser 35% de mes revenus, mais c'est les mensualités plus les mensualités de l'assurance du crédit, je crois. Hein. Tout est compris. Tout est compris ? Je crois que c'est ça. Hein. Alors, à vérifier, mais il me semble que oui, hein, c'est vraiment le coût total du crédit. En fait, l'objectif, c'est quoi ? C'est éviter le surendettement. Est-ce que c'est net fiscal ou c'est brut fiscal ? C'est le impôt payé ? Alors, chaque établissement financier a sa façon de calculer son taux d'endettement. Donc, est-ce qu'on prend en considération les prestations familiales ? Est-ce qu'on prend en considération différentes choses ? Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de système unifié, mais l'objectif, c'est d'avoir il faut que la politique de l'établissement financier elle soit sécurisante pour que l'emprunteur ne soit pas confronté à une problématique de surendettement à long terme. Et c'est vrai que quand on raisonne aujourd'hui avec des taux d'intérêt très faibles, on est dans une situation d'accès au prêt immobilier qui est très favorable aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas, on va dire, il y a même 10 ans. Où la question qu'on peut se poser, c'est le HCSF. Est-ce que c'est une alerte du style, ils disent aux banques qu'ils prêtent trop c'est ça que ça voudrait dire ? Est-ce que ça voudrait dire finalement qu'on pense que le système français bancaire est trop exposé ? Pas vraiment. Non, alors vraisemblablement, enfin c'est ce que j'ai expliqué un petit peu en introduction. On a un système bancaire français qui est, je dirais, prudentiel par nature et sur le crédit immobilier en particulier. Si on prend notamment les statistiques de la Banque de France, les cas de surendettement sont de moins en moins liés à des crédits immobiliers, sont principalement constitués par des prêts à la consommation, enfin une accumulation de prêts à la consommation, et puis de l'impayé de loyer lié à notamment des accidents de la vie, un chômage, une maladie, un divorce, un décès. Donc on est plutôt sur une tendance très sécuritaire, très, très prudentielle des établissements financiers, et ça n'alimente pas les dossiers de surendettement devant la Banque de France en tous les cas. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, ça m'a l'air extrêmement... Et si vous avez des questions, parce que extrêmement justement, précis, parce que justement si on parle des primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois et qui sont confrontés à beaucoup de questions, parce que vous m'avez parlé d'assurance emprunteur, il y a beaucoup de choses à intégrer dans un plan de financement, notamment l'ensemble des frais qui sont liés à l'achat, lorsqu'on construit, les frais qui sont liés au terrain, les frais à la fiscalité, etc. Surtout, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, allez à la rencontre des conseillers, des ADIL, qui sont là pour notamment faire des simulations financières. Nous avons un outil de calcul qui permet de partir soit du montant de votre apport, de vos ressources, qui permet de constituer une enveloppe financière en combinant tous les prêts. Donc les prêts nationaux, comme vous le savez, le projet de loi de finances proroge le prêt à taux zéro encore pour quelques années dans les mêmes conditions. Donc, permettre de cumuler l'ensemble de ces financements, que ce soit les aides des collectivités locales aussi qui existent sur l'accession à la propriété, Action Logement, enfin voilà, en fonction de votre profil. Donc, ça vous permet de partir donc, de ces éléments-là pour constituer une enveloppe. Donc, vous saurez que vous pouvez acheter un bien à hauteur de temps, mais en intégrant donc, des droits d'enregistrement, ce qu'on appelle frais de notaire. Ou alors, vous avez déjà un bien en vue, il vous intéresse, vous dites « Ah, est-ce que je peux le financer ?» Donc, on peut aussi partir du prix d'achat du bien, en ajoutant justement l'ensemble des frais, et puis en cumulant votre apport, les différents prêts que vous pouvez mobiliser, et voir si le bien est finançable et quel sera votre taux d'endettement. Merci beaucoup Roselyne. Roselyne Collin, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ANIL pour notre séquence, effectivement, les bons conseils pour le logement. Effectivement, resserrement des taux de crédit à observer avec beaucoup de vigilance. On vous retrouve l'année prochaine, en janvier. Roselyne, on va vous souhaiter une très très belle fin d'année, fête de Noël et un très bon jour de l'an. Merci messieurs. Au revoir. Et on enchaîne. Bon, on réfléchira. Nickel. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Bien, rebonjour les amis. La séquence, ça vous concerne. Troisième partie, séquence que vous attendez tous les mois, bien évidemment. Ça fait déjà plus de 4 ans maintenant. On peut dire qu'on est bien installé dans le paysage. Et bien évidemment, on va toujours se tourner vers nos experts avec l'ami Vincent. Et une nouvelle experte dans le grand rendez-vous, Sylvain Guillaume, c'est Éléonore Crevon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes à la tête de 10 agences La Forêt Immobilier à Paris, dans le 10e, 11e, 12e et 18e. C'est le numéro complémentaire. On a des questions pour vous et vous avez les réponses. Voici la première.
première question. Franchement, c'est non, mais je vous le dis, c'est de la dictature. Voilà. Pourquoi? Voilà. Non, parce que parce que je suis fumeur, tout le monde le sait. Voilà. Pour la première question. Mais je comprends. Je comprends quand. Isabelle, cette question. du groupe Facebook, le Club des Proprios, nous a posé une question. Isabelle est propriétaire bailleur. Elle a un problème avec son locataire qui a imprégné l'appartement de l'odeur du tabac. Peut-elle utiliser cet argument pour retenir le dépôt de garantie lors du prochain état des lieux de sortie? Non, malheureusement pour elle, elle ne peut rien faire et elle ne peut même pas lui faire remarquer parce que c'est jugé comme discriminatoire. Bien fait. Voilà. On rappelle que fumer, c'est très mauvais pour la santé. Pour quelle raison elle pourrait retenir le dépôt de garantie s'il y a des odeurs, des salissures? Rien du tout. Rien du tout. En fait, la seule chose sur la peinture, ça va être un état d'usage qui doit être constaté normalement au bout de 7 ans. Donc aujourd'hui, les locataires sont extrêmement protégés. Donc le dépôt de garantie, en fait, il faut quoi comme argument pour le retenir? En fait, vous avez une grille, donc vous allez avoir pour les joints, si vous avez fait des trous dans le mur, mais honnêtement, pour des odeurs, pour des animaux... Faire des trous dans le mur avec la cigarette. Oui, mais ça va être compliqué quand même. J'ai eu un cas où une personne jouait à la pétanque sur un parquet en point de Hongrie, quand même. Donc du coup, il était concerné. Voilà. Ouais, mais si le bien est abîmé, oui, on peut faire quelque chose. Mais là, sur une odeur en plus... c'est un peu, franchement, c'est un peu exagéré quand même. Après, ce qui serait agréable de la part du locataire, c'est quand même qu'il aère son logement. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup aéré, je pense. Il faut vraiment qu'il y ait une dégradation, quoi. Ouais. Manifeste. Oui, quand même. C'est une question de santé publique. On enchaîne avec Evelyne. Une question pour vous, Éléonore, d'Evelyne, toujours du groupe Facebook, le Club des Proprios. Evelyne envisage d'acheter un appartement dans un immeuble chauffé au fioul, sauf que notre auditrice a entendu dire que l'État prévoit d'interdire ce type de chauffage à compter de 2022. La question, peut-elle profiter de ça pour négocier le prix de l'appartement qu'elle convoite ? Alors en fait, déjà, je pense que tout dépend du prix du bien, s'il a été surévalué ou pas, mais surtout, il faut savoir que c'est les nouvelles installations au fioul qui vont être interdites à partir de 2022. Celles existantes ne seront pas interdites. Toutefois, si jamais elles ont besoin d'être réparées, elles pourront l'être, mais si la réparation n'est pas possible, elles devront être changées avec interdiction d'un chauffage à base de fioul. En fait, l'idée, c'est qu'à horizon 2028, il n'y ait plus de chauffage au fioul, avec des exceptions, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des zones en France où la distribution en électricité n'est pas suffisamment forte pour des pompes à chaleur, ou sinon il n'y a pas de gaz. Donc il y aura néanmoins des exceptions. Des exceptions. Et donc... oui, c'est logique. Dans certains territoires, c'est le seul moyen de se chauffer. C'est le seul moyen de se chauffer. Quand il n'y a pas de raccordement, parce que le gaz, c'est fini. C'est pas. C'est fini, pas. C'est pas fini pour le moment. Ce sera dans un deuxième temps. Et en plus, c'est intéressant ce que vous avez dit 2028, et ça coïncide aussi avec le calendrier fixé par la loi climat et résilience. Exactement. Sur les lettres qui ont une forte consommation énergétique. Ça consomme énormément le fioul. On peut imaginer que certains acheteurs soient plus regardants maintenant, à Paris notamment, ce type de gaz, fioul, non? C'est pas des questions qu'on vous pose, vous? Si, ils regardent surtout, je pense, en termes de charges de copropriété. C'est ça surtout qui les alerte. Après, ce qui va les alerter, c'est s'ils en ont parlé en assemblée générale des copropriétaires. Parce que c'est vrai que parfois, on voit donc l'évocation du changement de la pompe à chaleur. Donc forcément, ça représente un gros budget. Ça monte dans les 150 000 euros. Donc quand c'est évoqué en AG, forcément, ils en parlent. Surtout si c'est un propriétaire qui veut acheter pour investir, éventuellement. Du coup, il n'a pas le choix. S'il veut louer, il faut qu'il soit au taquet. Après, c'est un gros budget à l'instant T, mais après, c'est vrai qu'en termes de frais, il y a une vraie diminution du coût trimestriel lorsqu'on est sur du collectif. Donc c'est un gros investissement de base, mais derrière, ça vaut la peine. Les futurs propriétaires s'y retrouvent. Merci beaucoup, Éléonore. Merci à vous. 10 agences La Forêt, on l'a dit, à Paris, dans le 10, 11, 12 et 18e arrondissement. Merci, vous revenez quand vous voulez. Et sinon, nous, on retrouve les questions le mois prochain, en 2022. Vous posez vos questions sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Alors, si je veux acheter dans Paris avec 10 agences, je suis plutôt bien placé avec votre réseau. On viendra vous voir avec grand plaisir. C'est vrai que c'est un bon job qu'on a finalement. On rencontre des personnes qui ont... Ça se passe bien, les affaires. Très bien. Voilà. On va vous souhaiter que ça continue comme ça et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi. Au réseau La Forêt. On retrouve la séquence Ça vous concerne. Les amis, après un fabuleux jour de l'an, j'espère que ça se passe bien pour vous. On enchaîne tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà, c'est la fin pour cette émission de décembre. On est ravis d'avoir partagé avec vous. C'est ce 34e, et oui, déjà 34e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va se retrouver en janvier 2022. Et comme il est l'usage à chaque fois qu'on démarre une année, vu les actualités autour du crédit immobilier, on va faire une spéciale crédit immobilier, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, tout à fait, Sylvain. On s'intéressera au resserrement des conditions de crédit dont on a parlé tout à l'heure avec Roselyne Conan. On s'intéressera aussi à l'évolution des taux. Est-ce que c'est une année où les taux vont remonter, etc., etc. Pléthore de sujets à aborder autour du crédit immobilier. D'ici là, moi, je vous souhaite bonne fête à tous et je vous retrouve en janvier. Voilà, ce sera donc le 21 janvier exactement où on vous parlera du crédit immobilier, voilà, avec effectivement des resserrements qui sont à venir. En tout cas, on vous donnera toutes les pistes pour rendre lisibles toutes ces offres. Voilà, merci à toutes les équipes de Radio Imo et de Capital d'avoir participé à ce numéro et on leur souhaite aussi à eux également de très belles fêtes de fin d'année, de fêtes de Noël et un très bon jour de l'an. On va se retrouver bien évidemment sur nos sites et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter l'ensemble des émissions, des épisodes de l'année 2021. Rendez-vous Guillaume en 2022 et d'ici là, à toutes et à tous, passez d'excellentes fêtes. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.